Bonjour à toi, cher spectateur. Pacific Rim Uprising de Stephen S. The Knight, on va dire qu'il avait une sacrée pression sur les épaules. Parce que le premier long métrage de Guillermo del Toro a énormément divisé. Même si beaucoup de monde y reconnaissent des grandes qualités de divertissement, le film a beaucoup fait parler de lui parce que certains estimaient que c'était juste un énorme rip-off de la culture japonaise mixée avec Transformers. Et d'autres trouvaient qu'au contraire, c'était un vrai regard neuf porté sur le monde du blockbuster et sur son côté extrêmement démentiel. Pour ma part, c'est une œuvre qui m'a marqué, que j'ai trouvée extrêmement forte en tant qu'expérience de cinéma, mais où je voyais pas vraiment l'utilité de lui donner une suite. Quand ça a été évoqué au début en tant que série, pourquoi pas? Quand ça a commencé à devenir un film, ça m'a inquiété. Et lorsque j'ai vu le résultat, je me suis posé beaucoup de questions. Le résumé pour faire simple, 10 ans après la fin de la guerre contre les kaiju, les ruines qu'ont laissé ceux-ci semblent empêcher l'humanité de pleinement se reconstruire. Dans ce contexte, le film de Pentecost, Jake, vit de petits larcins et se contente d'errer, quand sa sœur Mako va lui demander de reprendre du service. Je me suis posé beaucoup de questions pour la simple et bonne raison en fait que j'en sors et je ne vois pas l'intérêt en fait de ce film. Ce film n'a aucune utilité, que ce soit en tant que blockbuster, en tant que divertissement, en tant que film de monstre, en tant que suite à Pacific Rim surtout. Ce film est posé là, se voudrait être un espèce de truc qui voudrait créer un univers cinématographique, clairement. Lorsqu'on voit la scène de fin post-générique, on se dit ça veut créer un espèce d'univers extrêmement dense. Mais non, Stephen S. The Knight, il a foiré son coup. Clairement, c'est un film qui est, au-delà d'être tout simplement, pardon du terme, con, c'est un film qui est simplement un divertissement extrêmement lambda, ce que Guillermo del Toro s'acharnait à combattre et à défendre comme étant une fausse idée qu'on pouvait se concevoir de cette œuvre-là. Le premier Pacific Rim, moi j'en suis fan pour cette raison-là. C'est un film qui voulait montrer aux gens qu'il pouvait aller beaucoup plus loin que simplement être un blockbuster crétin. Je suis un fan inconditionnel du premier métrage de Del Toro. Il s'agit pour moi d'une œuvre tellement dense et pourtant simple que l'on peut voir dans celle-ci une vraie compréhension de ce que se doit d'être un blockbuster, à la fois moderne, efficace et réduit à son essence la plus pure, celle du divertissement. Malheureusement pour nous, Stephen S. The Knight n'en a compris que la surface, et c'est ainsi qu'on se retrouve face à un divertissement extrêmement crétin, premier degré, condensé, qui ressemble plus à une saison entière d'une série torchée à la va-vite, ce que cela devait être à la base, sauf le côté torché évidemment, plutôt que face à un vrai divertissement ambitieux et dantesque, comme ce que l'on pouvait nous promettre. En termes d'écriture, donc en se basant sur les personnages de Travis Bickle, Kara Snyder, Emily Carmichael, Stephen S. The Knight et T.S. Nolin, à 4 quand même, ont pondu un scénar mais qui n'a aucune concordance. C'est un film qui littéralement prend des bouts d'histoire, les ajoute les uns aux autres et crée la structure narrative et dramatique la plus bordélique que j'ai vue depuis très longtemps. C'est un film qui clairement enchaîne des bouts de scénario. Ce sont des bouts de scénario posés les uns aux autres. Ça ne prend pas le temps de développer les personnages, ça ne leur donne aucune profondeur, ça ne cherche même pas à créer une scène qui soit logique de son début à sa fin. Il y a des moments où vraiment, en termes de pure narration, on a la sensation de débarquer au milieu d'une scène. Je vous donne un ordre d'idée. À un moment, il y a deux personnages qui ont un plan. C'est aller sur une base que Mako avait découverte. Il manque un morceau de film. Littéralement, il manque un morceau de film où ils font le plan, où ils essayent de découvrir comment en fait ils en sont arrivés à être à cet endroit-là. Il manque un morceau de scénar. Il manque quelque chose. Mais c'est comme ça à quasiment plein de moments du film. Et franchement, je le répète, ils sont 4. À 4, ils n'ont pas réussi à construire quelque chose de simple, ou de judicieux en termes de structure dramatique. Et du coup, on se retrouve face à un ensemble dramaturgique beaucoup trop condensé, mais qui a tout de même 1000 choses à nous raconter, ce qui rend le tout indigeste et complètement foireux. Sans compter le fait que la plupart des personnages ne sont absolument pas développés, ce qui donne lieu à un ensemble qui voudrait construire des protagonistes à la profondeur narrative ambitieuse et juste, et les connecter les uns aux autres. Mais cela ne fait que simplement rappeler aux spectateurs que ces personnages ne sont que des pions, qu'une batterie d'auteurs ne savent absolument pas où emmener. Stephen S. The Knight, qu'est-ce qui s'est passé? C'est supposé être un auteur qui a quand même parcouru l'histoire de la télévision américaine, qui a appris des plus grands, en passant notamment par Joss Whedon,
Et la vache, il a rien retenu. La mise en scène du film, en fait, ne retient que la sève vraiment de divertissement et de blockbuster d'action qu'avait Guillermo del Toro dans son premier film. Là-dessus, on ne pourra pas reprocher au film. Franchement, sérieusement, c'est un blockbuster. On ne s'ennuie pas devant lorsqu'il y a des scènes d'action. Steven S. The Knight arrive à les rythmer, arrive à leur donner une intensité et crée quelque chose de cohérent. On passera sur le montage qui est catastrophique, mais ça, je pense, c'est surtout dû à la structure narrative qui, encore une fois, je le redis, n'est qu'un ensemble de fragments. La mise en scène s'inspire un peu de ça dans son enchaînement des différentes séquences, mais en termes de vraies séquences d'action, il faut quand même reconnaître que le film a tout de même 40 minutes d'action pure en fin de métrage qui tiennent largement la route et qui forment un bloc. Et là-dessus, Steven S. The Knight maîtrise son truc. Mais sérieusement, le reste du temps, la mise en scène est d'un plan-plan, d'une facilité. Les quelques plans intéressants sont foutus dans la bande-annonce. C'est tout. Le reste du temps, il n'y a rien, il n'y a aucun développement de profondeur de personnage, il n'y a aucune retranscription d'une certaine émotion au travers de la mise en scène. Il y a littéralement des personnages qui meurent, on n'en a rien à carrer. Je trouve que c'est atterrant de voir ça. Mais en fait, ce qui gêne, c'est qu'il y avait un gros potentiel en mettant Steven S. The Knight à la mise en scène, et on a la sensation que Steven S. The Knight s'est complètement perdu sur le chemin. Pourtant, quand on est le créateur d'une des séries de super-héros modernes les plus adulées par la presse et les spectateurs, on peut se dire qu'on a le droit de se reposer sur ses lauriers et de croire en cette œuvre. Mais sérieusement, lorsque le film se retrouve en plein milieu à nous mettre cette musique comme élément comique, on se dit que clairement, il y a quelque chose qui a foiré. The Knight livre, comme me l'a dit un bon ami, l'équivalent à Pacific Rim de ce que Kick-Ass 2 était à son aîné, soit un enfant bâtard qui n'assume que sa partie action, qu'il maîtrise donc et rend ambitieuse, et où la partie densité dramatique, dont la portée est presque proche du divin et dont les réflexions autour des liens unissant les personnages sont supposées être forts, ne sont alors que des vagues idées de mise en scène perdues au milieu d'un flot de simplicité, voire de débilité. Alors au niveau du casting, je vais passer sur les points extrêmement négatifs du métrage. On peut clairement dire que Scott Eastwood est en sous-régime, voire qu'il est sous euthanasie tellement il ne donne aucune profondeur à son personnage, et Charlie Day, ça incombe à son personnage, mais il est plus drôle que charismatique, et pas genre drôle comme le premier film. Genre drôle sans le vouloir. Après, il y a quelques acteurs qui ressortent bien. Rinko Kikuchi, qui était excellente dans le premier film, encore une fois, elle brille parce que ici elle joue vraiment bien. On peut également admettre que Jin Khan est très bien aussi. Le film vaut surtout le coup en fois pour John Boyega, mais surtout pour la jeune Cailee Spaeny, qui je trouve emmène vraiment le métrage et apporte beaucoup plus que John Boyega. Bon, John Boyega s'en sort bien. Mais en même temps, il est lui-même. On dirait le même mec que l'on voit dans ses vidéos sur Instagram. Et du coup, il y a certaine empathie qui se crée, mais plus pour l'acteur et pas vraiment pour le personnage. Heureusement que Cailee Spaeny est là tout de même. Au bout du compte, je ferai très simple pour Pacific Rim Uprising. C'est un divertissement qui se prend, se bouffe, se recrache et se jette. C'est pas un grand moment de cinéma, c'est juste un divertissement complètement con, débile, réducteur, rétrograde, qui ne comprend absolument pas la sève du premier film de Guillermo del Toro, qui en retire qu'une espèce de masse visqueuse et dégueulasse de laquelle on arrive à peu près à trouver une base de divertissement satisfaisante, mais franchement, où le potentiel est gâché à 200%. Donc Pacific Rim Uprising de Steven S. The Knight, je ne sais clairement pas quoi vous dire. Si vous êtes fan du premier film, vous allez détester celui-là. Si vous avez trouvé le premier film un peu bancal, peut-être que dans celui-là, vous allez vous y retrouver. Mais moi, je me retrouve le cul entre deux chaises à trouver le film divertissant et en même temps complètement débile. Donc, je vous laisse le choix de le voir ou non. A plus!